Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Oh, ce matin, une belle équipe, une belle thématique. C'est vrai que c'est émouvant, hein. Là, on revit tous respectivement notre naissance. Tout le monde raconte un petit peu la manière dont ça s'est passé pour ceux qui s'en souviennent. Pour ceux qui ne le savent pas encore, il va falloir appeler les parents, la famille. Juste après l'émission, elle est déterminante, cette naissance. Jusqu'à quel point, Lise Bartoli, elle influence notre vie future une fois devenue adulte? Elle influence, mais voilà, elle influence vraiment toute la vie si on n'en a pas conscience. Justement, l'intérêt de notre vie, c'est d'aller recueillir des informations et d'enquêter sur sa propre vie. C'est toujours un intérêt personnel. Moi, je suis toujours un petit peu étonnée quand les gens viennent et qu'ils ne savent rien, ni de leur naissance, ni presque des fois de leur famille, de leur enfance, de la grand-mère, derrière-grand-mère, même de leur nom de famille, qui est assez porteur. Il y a des noms de famille qui sont, voilà, qui veulent dire des choses. Et donc, je dis, ça veut dire, ah, ça veut dire ça, tiens, mais vous portez donc cette empreinte-là. Ah oui, j'avais pas pensé. Alors que c'est quand même très important. C'est c'est le premier questionnement d'ailleurs des 9 questions à se poser, voilà, dans le destin. C'est la première question, c'est qui suis-je? Comment je m'inscris dans cette lignée, dans cette famille? Allez, on va prendre un autre appel, parce que vous êtes nombreux ce matin, à nous appeler. On va essayer de passer le maximum d'appels. Et c'est Stéphanie qui est au téléphone avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Charlotte. Vous allez bien Stéphanie? Oui, ça va très bien. Vous nous appelez d'où? De Normandie, de Rouen exactement. Oh! Ah bon, mais je connais bien alors. Normandie, Rouen, je connais super bien. Alors, donc alors racontez-nous. Alors, vous voulez nous raconter, c'est la naissance de votre enfant? Tout à fait. Mon petit garçon qui a 3 ans et demi. Oh, alors racontez-nous comment s'est passée la naissance. Très mal, malheureusement pour lui et pour moi. Oui. Et justement, je voudrais votre aide pour savoir comment l'aider dans sa vie future. Alors très mal, c'est-à-dire? Ce qui s'est passé, déjà, ça a été déclenché parce qu'il avait dépassé le terme de 4 jours. Donc, et qu'il y avait une prééclampsie qui commençait à se mettre en place. D'accord. Et donc, ça a duré 10 heures avec une péridurale très forte parce que j'avais aucune sensation. Hein. Donc 10 heures pour rien. Et il a fallu au bout d'un moment faire une césarienne d'urgence. Et là, malheureusement, ça arrive parfois, la péridurale n'a pas fonctionné d'un côté. C'est-à-dire que j'avais les sensations. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour tenir, parce que c'est pas facile, pour l'entendre, parce que je voulais l'entendre. J'ai réussi, mais après ils l'ont emmené et ils m'ont endormi, puisqu'il a fallu faire une anesthésie générale. Et là on a été séparés 3h30, parce qu'en plus j'ai eu une hémorragie. Donc tout ça fait que lui, il a déjà des conséquences tout petit. Il me parle parfois de sa naissance et il a pu me dire par exemple qu'il avait peur d'être seul et qu'il avait du froid, il avait une sensation de froid. Ouais. C'est quand même assez fort tout petit. Et puis il me dit je veux pas mourir. Ouais. Alors Claire. Bah oui, je réagis. On va vous aider Stéphanie, on va vous aider, vous allez parce voir. que là effectivement il y a vraiment un non-respect du rythme naturel que vous avez subi. Non-respect de la part de l'équipe médicale, vous trouvez qu'il y a une surmédicalisation? Mais oui, de la part de l'équipe médicale. Moi, quand j'entends ça et que je vois l'impact que ça a sur toute une vie pour la mère et pour l'enfant, je me dis qu'est-ce que c'est que ces heures gagnées sur je ne sais quoi, alors qu'il y a toute une vie qui est en jeu. Pourquoi 4 jours de retard, on va provoquer un accouchement? Si bien sûr il y a 3 semaines, on y va, mais 4 jours, encore une fois, c'est très arbitraire. Le jour est arbitraire. Ouais. Bon, pour revenir, donc finalement, accouchement déclenché, on sait que cet accouchement déclenché a un impact sur l'enfant. Hein, alors lequel? Alors, moi, j'ai un cas d'une personne dont l'accouchement a été déclenché. C'est un homme qui a une 40aine d'années. Et en fait, lui, il a l'impression d'être en retard sur tout. Parce qu'en fait, il y a un temps extérieur qui lui a été imposé. Hein, et il faisait des cauchemars enfants où il était pris de soubresaut parce qu'il y a comme une pression extérieure qui l'obligeait à sortir alors que c'était pas son temps à lui et son temps intérieur était de prendre son temps. Et donc ça s'est exprimé, si vous voulez, dans le corps par des espèces de tremblements quand il était enfant et qu'il a revécu d'ailleurs dans ce stage de renaissance. Donc il y a et puis dans ce que vous dites, il y a effectivement cette angoisse de mort qu'a eu la mère et l'enfant. Et la séparation, voilà, la naissance. Et une séparation qui se fait de manière beaucoup trop précoce, alors qu'on sait qu'un bébé, quand il arrive au monde, vous parliez des martiens ou des extraterrestres, il arrive sur Mars. Donc il a absolument besoin de retrouver ses repères sensoriels qu'il avait. C'est pour ça que, effectivement, dans
certaines maternités respectueuses, eh bien, on met le bébé au moins 20 minutes sur le corps de la mère. Alors comment on peut justement aider Stéphanie à réécrire l'histoire, à réécrire l'accouchement pour justement accompagner au mieux son fils dans sa vie future, Lise? En tout cas, c'est bien qu'elle en parle avec son petit, ça c'est très bien. Vous voyez déjà que lui, il est demandeur parce qu'il s'exprime. Vous êtes déjà une maman formidable, Stéphanie. Voilà, vous êtes déjà une maman formidable. Mais en même temps, on sent bien que Stéphanie, elle porte toujours un peu l'angoisse de ce moment-là. Séparation. Elle porte toujours en elle, dans sa voix, dans ce qu'elle est. Donc en fait, moi ce que je dirais en premier lieu, c'est qu'elle aille faire un petit suivi pour pouvoir se dégager de tout ça. Se libérer. Parce que c'est très lourd. Hein. Et donc après, elle risque, vous voyez, de se sentir coupable de cette naissance-là envers ce petit. Hein. C'est juste Stéphanie. Tout à fait, il y a cette part-là, oui. Oui. Donc à ce moment-là, le moment où elle va libérer ça, hein, elle va pouvoir être mieux, elle envoyer d'autres vibrations à son bébé qui du coup va mieux le vivre puisqu'il est au courant de ce qui s'est passé. Voilà, c'est un moment de vie qui a été difficile, mais on peut réparer, on peut maintenant aller tous les deux vers un autre chemin. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut tout réparer. Hein. La naissance est essentielle, mais on l'a dit dans la première partie de l'émission, rien n'est figé, rien n'est définitif. Il y a des gens qui ont une naissance formidable, qui ont un bon jeu de cartes au départ, qui vont le dilapider, et d'autres qui vont avoir un jeu de cartes plus complexe, mais qui vont rayonner parce que justement, ils vont réussir à mieux appréhender la vie finalement. Oui, et puis peut-être qu'on peut aussi, bon, il est petit, moi j'ai pas travaillé sur... Il a 3 ans et demi. Oui, il est aussi petit, mais peut-être de permettre à l'enfant de revivre une naissance comme il aurait aimé que ça soit. Enfin, c'est comme une forme de théâtre avec le corps, et de lui permettre de revivre ce moment-là autrement. Mais comment? C'est-à-dire qu'à la maison, on dit, alors voilà, on imagine... Non, mais ça peut se faire avec un thérapeute. Ah, il faut faire ça avec un thérapeute. Oui, bien sûr. Ben, il me semble, de toute façon. Et à ce moment-là, que l'enfant puisse imaginer comment ça aurait dû être. Parce que là, il est comme enfermé dans le réel de ce qu'il a vécu. Et bon, comme dit Paul Boysen, qui a fondé cette école, on est plus que son histoire. On est aussi tout ce que nous n'avons pas pu vivre et que nous portons en nous. Et comment nous pouvons l'imprimer autrement en nous pour démarrer autrement après dans l'existence. Donc c'est comme l'ordinateur, c'est-à-dire qu'on a une donnée, après libre à nous de l'effacer et d'en intégrer une autre. Oui, Françoise Dolto, à l'époque, elle parlait que de bande magnétique, que l'enfant, le petit bébé en naissant était comme une bande magnétique. Donc on peut transformer les choses. C'est-à-dire pour vous, l'accouchement doit rester le choix de la maman. On a le sentiment, c'est vrai qu'on est tellement paniqué ce jour-là qu'on se dit, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez, il faut qu'il arrive sain et sauf. Mais donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Elle abandonne son enfant, finalement. Hein, et l'enfant peut sentir, vous parliez de péridurale tout à l'heure, l'enfant peut sentir cet abandon de la mère. Et donc, alors qu'il a absolument besoin de ce repère-là. Hein, parce qu'en naissant, il perd tout, un bébé. Il perd tout. Il arrive sur rien. Donc, c'est le lien entre les deux. C'est la continuité entre le dedans et le dehors, entre ce monde aquatique et ce monde aérien avec les néons, etc., qui doit absolument se mettre en place. Voilà, Stéphanie. On vous embrasse bien fort, que vous avez encore des belles années pour réécrire l'histoire et pour la remanier. Oui. L'essentiel, il est arrivé, il est merveilleux cet enfant, il est sain et sauf. Ah oui, ça c'est sûr. Bon, alors s'il a le capital énergie, il pourra tout faire par la suite. Oui, et de ses souffrances, il fera quelque chose. Des forces. Annelise l'a dit au début de l'émission. Il en fera des forces. Parce que, tout à fait. Tout à fait. On peut penser aussi que le bébé... Et peut-être qu'il sera un bon gynécologue plus tard et qu'il sera un bon obstétricien. C'est pas mal. Ça serait une belle histoire. Vous savez, avec le respect qu'il n'a pas eu. Vous avez tout à fait raison. Ça serait beau. Dans le livre sur le destin, il y a Marcel Ruffo qui est pédopsychiatre que beaucoup de gens connaissent maintenant. Et je lui ai demandé donc au niveau du destin ce qu'il pensait. Et donc parce que j'ai demandé aussi à plusieurs personnes et il me disait quand j'étais tout petit, on a dit à l'école, il est fou. Il est un peu, voilà, il n'est pas normal. Et puis il y en a une qui a dit, donc on allait m'envoyer dans une école un peu spécialisée. Il y en a une qui a dit, il est fou ou très intelligent. Donc on lui a dit, on a ses choix. Et bien, du coup, il me dit, mais je ne serais pas là sinon. Il me dit, si on m'avait mis ailleurs, sur d'autres rails. C'est un petit peu comme des rails, et on peut sortir de ces rails. Et pourquoi maintenant, dans ses consultations, il fait appel à tout le monde. L'institutrice, la pédiatre, maintenant il fait appel à un grand panel. C'est un des premiers à faire ça, de ne pas dire, moi je sais, je pense que cet enfant est. Voilà, il fait appel à tous les autres pour pouvoir avoir, s'il y a juste une petite
lumière qui s'allume, que quelqu'un allume une lumière, il va la prendre. Mais de manière concrète, justement, c'est-à-dire comment savoir que notre naissance, que notre venue au monde a été un peu compliquée, difficile, ça se manifeste comment dans notre vie quotidienne, de manière concrète, voilà, à part des exemples, je sais pas si on a parlé beaucoup des sentiments d'abandon. Oui, ça peut être en lien, la source, ça peut être, c'est la naissance. Ça peut être. Moi, j'ai un cas d'un enfant, d'un homme costaud qui est né prématuré, et lui, quand il rentre le soir, il se sent un peu pas accueilli par sa femme, ses enfants. Il a l'impression que voilà, qu'il est seul. Alors bon, il se mettait un petit peu à boire un petit verre de vin, bon, avec le danger que ça peut apporter. Et en fait, quand il a retravaillé sa naissance et qu'il était né prématuré, il a pu la mettre dans son corps, mais à un niveau inconscient, cet accueil vraiment de la maman qu'il n'avait pas eu, parce qu'il avait été séparé de sa mère pendant 3 semaines en couveuse. Lise, il faut accoucher, mais il faut aussi accueillir l'enfant. Mais oui, et maintenant, quand il rentre chez lui, ben, ça se passe différemment. Et en fait, c'est un déclic interne. On ne sait pas très bien, c'est pas mentalisé, on ne fait pas 1 + 2 = 3. D'ailleurs, je ne sais même pas. Blessure d'abandon, ça peut se manifester comment, Lise? Par exemple, vous allez tout le temps avec des claustros. Ou alors vous allez tout simplement, une femme qui va tout le temps avec un homme qui va la laisser tomber. Donc elle va après aller avec un autre homme qui va la laisser tomber. Donc elle va s'interroger. Et nous on va aller voir et puis on s'aperçoit, tiens, comment s'est passée votre naissance? Je sais pas, je vais demander à ma mère. Ah tiens, ma mère elle m'a dit que voilà, j'ai été en couveuse pendant 1 mois et c'était dans un autre hôpital et puis elle ne pouvait pas aller me voir, etc. Et on est là, le sentiment d'abandon, il peut venir déjà de là. Donc, ou alors au contraire, on va lâcher la personne, donc on casse les sentiments avant que l'autre nous abandonne, parce que ça résonne tellement fort l'abandon qu'on n'a pas envie de revivre ça. En général, là, en lisant les livres, j'ai eu le sentiment qu'il y avait deux cas dans lesquels on pouvait peut-être aller à la source, à savoir notre naissance. C'est quand on est envahi, débordé par des émotions, on ne sait pas ce qui nous arrive. On est envahi, on ne sait pas les expliquer. Ou alors dès lors, comme vous le disiez, Lise, qu'il y a comme des scénarios répétitifs, des blessures répétitives, c'est un petit peu les 2 critères, ce qui nous envahit et ce qui est aussi répétitif. Oui, bon, en fait, moi je pense qu'on devrait, on est nombreux à avoir besoin de retravailler sa naissance, parce qu'il y a, soit au moment de l'accouchement, soit au niveau des bagages, des lignées, des choses que nous portons. Mais je pensais tout à l'heure, quand vous parliez de claustrophobie, j'ai eu un cas d'une femme qui ne pouvait plus prendre sa voiture, parce que quand elle était dans sa voiture, puis on voit bien ce que ça rejoue, l'habitacle de la voiture, elle était prise, mais c'était pas du tout mentalisé, elle était prise comme de petits fourmillements, des petites bêtes qui, elle disait, qui venaient la manger, et donc elle était prise de panique en conduisant, ce qui est quand même assez dangereux. Et en fait, on s'est rendu compte en travaillant, mais elle ne voulait pas faire le rapprochement, que sa mère avait pris du distilbène, vous savez, cette hormone anti-fausse couche qui s'est passée dans les années 70. Après, Voilà. Et elle n'y croyait pas, c'est une femme de 40 ans qui a eu elle-même quand même un bébé. Eh bien, c'est en retravaillant à ce moment-là en régression qu'elle a pu, elle, revivre dans son corps la douleur du bébé in utero. Et ça, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, elle me dit, mais Claire, j'ai l'impression aujourd'hui que je suis dans mon corps. Avant, j'étais à côté de mon corps. Ça, c'est bouleversant. Et puis, il ne faut pas oublier que si on enquête, justement, quand même, au bout d'un moment, comme ça fait... On enquête, mais les parents, ils disent bien ce qu'ils veulent. C'est oui, hyper mais justement, c'est le plus, si vous allez déjà voir quelqu'un, vous dites, tiens, voilà, Ah. même si elle m'a dit, ou même si on ne va pas avoir de psy, elle me dit, tiens, maman, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé, etc. Mais c'est subjectif. Il y a des choses, c'est subjectif, mais il y a des choses qu'on peut apprendre. Et il y a des adultes qui vont apprendre, voilà, 30 ans après, qu'il y avait voilà, que la maman avait attendu, qu'elle avait fait une fausse couche et qu'elle avait attendu un bébé, par exemple, etc. Donc là, moi, je sais que j'ai une patiente, vous voyez, on attendait un bébé qui n'est pas venu, qui est mort. Et bien, elle, quand elle est arrivée, elle a porté le nom de ce bébé mort. Donc on comprend pourquoi cette charge est lourde et pourquoi elle déprime. Elle me disait en arrivant, pourquoi vous venez? Parce que je demande souvent, quelle est votre demande? Je ne n'ai pas ma place, je veux dire, j'aimerais bien trouver ma place dans la vie. Oui, elle n'avait pas sa place parce qu'elle a pris le nom de quelqu'un. Donc bien l'écho. En fait, souvent la personne, ce qu'on lui a raconté de sa naissance est banalisé. C'est-à-dire comme des choses sans importance. Et c'est avec le travail thérapeutique qu'elle va faire des liens et combien c'est important, combien ça vient imprimer en profondeur sa manière d'être au monde. C'est ce que vous dites dans le livre, pour être, il faut déjà naître. Regardez, bien naître, on n'est pas loin. E-T-R-E et naître, N-A-I-T-R-E. Alors on va prendre par téléphone Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. L'homme du jour, Jean-Paul. Vous avez osé. Vous allez bien, Jean-Paul? Ah oui, oui. Alors, vous voulez raconter votre naissance, c'est ça, Jean-Paul?
Et ben en fait, je retrouve énormément de choses que vous racontez sur l'antenne par rapport à ma naissance qui a été d'abord un acte d'amour entre mon père et ma mère puisque ça a lieu pendant le mariage, certainement dans les nuits de noces. Oui, j'ai fait des calculs. Et en réalité, pour mon père, je n'étais pas un fils, comment on dit, j'étais un petit bâtard, quoi. Et il m'a renié. Il a refusé de me reconnaître en tant que père officieusement. Officiellement, il a accepté. Mais vous êtes, ma mère il est son, nom. c'est votre père. Mon père, oui, il m'a renié complètement, quoi. Ah d'accord, ok, d'accord, vous avez renié, d'accord. Donc ma mère, elle a vécu la séparation parce que le foyer maternel l'a mis dehors, hein, l'a rejeté, Oui. à cause de ma naissance, parce que j'étais un enfant illégitime, soi-disant. Mon père a réussi à convaincre mes parents que ma mère avait couché avec quelqu'un d'autre. Bon. Et donc moi, je suis né, et ma mère a très vite été obligée de m'abandonner auprès de mes grands-parents, qui m'ont plus gardé comme on va dire un paquet, qu'un enfant légitime. Et ma mère m'a récupéré à l'âge de 6 ans et demi. Donc moi j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses à partir de l'âge de 9-10 ans. À partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à chercher des réponses. Et à 14 ans, ma mère m'a rejeté. Parce que je commençais à affirmer des choses, à aller vraiment très loin dans la quête de soi, si je puis dire ça. Ouais. Et à 18 ans, elle m'apprend la nouvelle. Voilà, en fait, ton père t'a renié. C'est pour ça qu'on a divorcé. C'est pour ça que j'ai été effacé chez mes parents. C'est pour ça que je t'ai laissé, que je t'ai récupéré à 6h30. Bon, d'accord. Donc moi, du coup, j'ai immédiatement réagi. Je me suis naturalisé, parce qu'en fait, je suis portugais. Ouais. Donc j'ai changé de nom, je me suis naturalisé. J'ai accepté ce reniement, en fait. Et ça a conditionné toute votre vie, justement, cette naissance, la séparation de vos parents, la séparation avec vos parents? C'est monstrueux, c'est monstrueux. Je suis un être solitaire. Solitaire, Je m'intègre pas dans les groupes. J'ai beaucoup de difficultés à m'intégrer dans les groupes. Je suis obligé de passer par l'intellectualisation pour imaginer que je suis accepté par le groupe. Vous voyez le délire? Ça va très très loin. Alors, Oui, mais oui, parce que ce qui me vient, c'est que effectivement, dans la naissance, on parle beaucoup de la mère, mais le père, lui, il vient. C'est une deuxième naissance, et c'est très joli la langue française. Hein, vous parliez de bien-être et bien-être, mais c'est la reconnaissance. C'est-à-dire, je te reconnais, je te désigne comme mon fils, et je te désigne donc comme ayant une place dans cette société, dans ce monde. Et si le père là est manquant à ce niveau-là, bon, bah, c'est l'autorité. Le livre de Guy Corneau, Père manquant, fils manqué. Hein, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'enfant, il a un corps par la mère, mais il n'a pas de place dans la société. Moi, ce que par contre, bon, j'ai peut-être pas tout compris et on n'a peut-être pas le temps maintenant, mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est si effectivement vous êtes un enfant illégitime ou non. Là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une preuve à aller chercher, parce que est-ce que c'est le père qui fantasmatiquement a pensé que sa femme avait eu déjà d'autres aventures, et oui, ça parle aussi de son histoire. Est-ce que lui, quelle histoire il a eu avec d'autres femmes avant? Enfin bon. Et là, autant je suis pas forcément pour les tests ADN, mais là, on aurait envie de vous proposer ça. Pas fantasmer un père qui ne pourra c'est-à-dire qu'on ne sait pas si... Parce qu'en plus, vous dites, c'est très étonnant, parce que vous commencez par dire, vous avez été conçu pendant la nuit de noces. Non, exactement. Ça, c'est donc dans la légitimité évidente. Hein, donc il y a une contradiction là. J'ai un frère. Hein. Mon frère... On vous entend mal, Jean-Paul. Oui. Vous entend mal Oui, en plateau. on n'entend pas très bien, oui. Je vous disais, j'ai un frère. Vous avez un frère. Voilà, et mon frère, franchement, on a des traits de ressemblance énormes, même avec mon père. Donc il n'y a pas de problème. D'accord, on ne se pose pas cette question. Je suis vraiment son fils. C'est juste l'abandon, quoi. Alors, Voilà. ça laisse des traces de... Bah là, on voit bien. Alors, c'est un petit gamin. Vous savez, les enfants, même si on ne sait pas les choses, les enfants, ils ont des grandes antennes. L'inconscient, il sait. En fait, l'inconscient, il a déjà en mémoire tout ça. Donc, lui, petit, vous voyez qu'il est déjà parti en quête pour chercher, parce qu'il trouvait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment normales, finalement. Et donc, il a réussi à savoir des choses qui est quand même très, très bien. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'il s'en défasse et qu'il reconstruise un petit peu autre chose, une ambiance familiale qui lui a manqué, et puis qu'il se reconnaisse lui-même, puisqu'on ne l'a pas reconnu. Vous avez des enfants, vous, Jean-Paul? Heureusement, non. Ah, heureusement, non. Oui. Vous ne voudriez pas en avoir? Pour réécrire l'histoire, pour justement... Non?
Si, j'en veux. Ah oui, vous en voulez. Mais pour moi, le père a fui là quelque chose. Pour moi, il a provoqué le père. Parce que c'est... Vous savez, quand on voit un gamin... Oh, il faut qui lâcher, fait- non, l'affaire, parce que sinon on y est encore jusqu'à 70 ans. Bah là. oui, mais il a renoncé là à quelque chose, puisqu'il a changé de nom. Donc il ne porte Oui. plus le nom de son père légitime, qui est peut-être son père légitime. Donc il n'a pas apporté le problème du père, parce qu'en fait c'est le père qui a un problème, c'est pas lui. C'est pour C'est ça le que père qui a Ah un oui, non, mais il problème. faut se détacher des boulets qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Oui, Ouais. oui. Alors après, il peut se d'abord en convaincre prendre conscience. autrement. Mais Oh, moi, il y a j'entends tellement de que choses c'est à un père dire. qui a fui. Il C'est faut un déjà père qui a rendre fui, l'antenne. là. C'est un père qui a fui. Lise, vous vouliez dire un Non, petit- je- Ah non, d'accord. Bon, alors Jean-Paul, on vous embrasse. Hein, et on n'a qu'une seule vie, alors profitez-en pleinement et intensément. Bah, il a déjà Hein, il faut commencé, se il a décharger. pris un autre nom, donc il s'inscrit dans une Ça y nouvelle est. vie, donc il continue à s'inscrire Nouvelle dans cette dynamique. Nouvelle dynamique. Eh ben, on vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle dynamique, Jean-Paul. On vous Merci embrasse. beaucoup. Passez une belle Merci journée. beaucoup. Au revoir. À vous aussi, au revoir. Alors désolé à tous ceux qui nous ont appelés, que nous n'avons pas pu prendre par téléphone. D'ailleurs, il y avait Marie qui a suivi un stage avec vous et qui disait que pour elle, ça avait été une vraie renaissance. Dommage, on n'a pas eu le temps de la prendre par téléphone. Je rappelle les titres de vos livres. Raconte-moi ta naissance pour connaître ta vie. C'est aux éditions Alphée de Claire Denezel. Je vais y arriver. Et Lise Bartoli, Je me libère par l'hypnose aux éditions Plomb et surtout aux éditions Plomb. Et aux éditions Payot, comment oui, ça, éditions c'est chez Payot, Plomb. Il ça, va c'est sortir Plomb. en poche bientôt celui-là, Voilà. parce qu'il est plus, on peut plus le trouver. Mais le livre sur le destin, c'est chez Payot, en effet, et on peut le Et c'est trouver quoi déjà toujours. le titre? C'est Le Destin. C'est le destin. Voilà, les 9 clés pour mieux vivre sa vie. Voilà, on a vu la une du livre à l'antenne. On vous embrasse bien fort, on vous souhaite une belle journée. Merci à vous deux d'avoir partagé cette heure matinale en notre compagnie. Merci à vous, on se retrouve demain, 10h, 11h. Excellente journée à vous tous.